Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de décryptage où j'ai le plaisir de retrouver Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM. Nuno, bonjour. Bonjour Caroline. Après 2 mois d'embellie, les marchés financiers retrouvent des niveaux proches de ceux qui précédaient le début du conflit en Ukraine. Faut-il pour autant considérer cette embellie comme acquise? N'y a-t-il pas trop de complaisance de la part des marchés financiers à l'égard des politiques de restriction monétaire des banques centrales? Sans plus attendre, nous ouvrons notre première partie. Les marchés actions en zone euro notamment ont rebondi de près de 20% par rapport à fin septembre. Est-ce qu'ils ne se sont pas trop emballés? Est-ce que cela veut dire que pour eux, la politique de restriction monétaire, c'est quelque chose qui est derrière nous? Est-ce que vous partagez ces réjouissances? Est-ce que vous êtes aussi enjoué que les marchés financiers, Nuno? Alors, il y avait sans doute eu un peu d'excès à fin septembre en termes de pessimisme et finalement un repositionnement dans le courant du mois d'octobre qui était sans doute assez logique, un peu de rattrapage. Il y a eu ensuite des chiffres d'inflation qui ont été un peu meilleurs que ce qu'on attendait, notamment aux États-Unis, et puis un discours des banques centrales qui a laissé espérer sans doute peut-être une modération dans la hausse des taux directeurs. Et finalement, les marchés se sont dit, bon, on sait déjà à peu près où vont aller les banques centrales autour du mois de mars, c'est du connu, et donc à partir de là, on peut se repositionner. C'est sans doute aller un peu vite en besogne quand même, tout simplement parce que d'abord, on peut constater que si les banques centrales n'ont pas vraiment réussi à juguler l'inflation, pour le moment, elle est encore assez résistante. L'inflation est résistante, les chiffres aussi de l'activité, on pourra revenir dessus, sont quand même assez bons. Assez bons, notamment aux États-Unis. On peut dire que finalement, les marchés actions ont assez peu baissé dans une année comme 2022 face au choc de cette remontée des taux directeurs et de la déroute des marchés obligataires. Si on avait dit que finalement on baisserait autour de 15% aux États-Unis et 10% en zone euro, sur une telle évolution des taux, c'est assez peu. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on n'est pas sûr que l'inflation ne va pas rester quand même sensiblement au-dessus du niveau que visent les banques centrales, qui est quand même autour de 2%, normalement. Alors, nous, on a le sentiment qu'on est quand même dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on a connu depuis des décennies des phénomènes désinflationnistes et qu'on va rentrer dans une ère de plus grande inflation. Alors, on ne sera pas évidemment à 10% ou à 7%, mais on sera peut-être à 3,5, 4%. Et ça change beaucoup de choses. Et ça veut dire que probablement les banques centrales vont devoir rester dans un mode restrictif pendant assez longtemps et que même si on atteint les 5% que tous les marchés attendent autour du mois de mars, peut-être qu'on ira un peu plus haut ou peut-être qu'on aura une pause sur les taux directeurs alors que les marchés, eux, anticipent qu'on reviendra à des baisses dans le courant de l'année 2023 déjà. Ce n'est pas du tout évident. Si on revient sur les composantes de l'inflation, elles ne sont pas non plus les mêmes que ce soit aux États-Unis ou sur la zone euro. Non, tout à fait. On a d'ailleurs constaté une baisse de l'inflation totale aux États-Unis qui est notamment liée à la baisse des prix du pétrole. Pour l'Europe, la baisse des prix du pétrole joue également, mais il faut voir qu'on a une situation spécifique liée au gaz, au manque de gaz russe qui pousse les prix de l'électricité en particulier à la hausse. Il y a des facteurs également liés à la France, le parc nucléaire qui est en grande partie non utilisable. Et du coup, on a des facteurs d'inflation en zone euro qui sont spécifiques et qui risquent de perdurer encore au cours des prochains mois. On devrait donc avoir l'année prochaine une inflation en zone euro qui sera supérieure à celle des États-Unis. Et puis, ces éléments volatiles sont une chose, mais il y a ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente qui est liée vraiment à la demande interne, au prix que les industriels arrivent à faire passer auprès des consommateurs. Et là, on voit que l'inflation sous-jacente, certes, a un peu ralenti aux États-Unis. Elle est passée de 6,6 à 6,3. En zone euro, on est à 5, c'est-à-dire qu'on exclut les produits les plus volatiles, mais ça reste des niveaux qui sont sensiblement supérieur à ce fameux taux de 2% des banques centrales. Et ça devrait être encore le cas en 2023. En 2023, et l'augmentation des salaires également n'a pas eu lieu en Europe. Il va
conduire aussi, alimenter cette inflation. Tout à fait. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une hausse moyenne des salaires qui dépasse les 6%. Ce n'est pas du tout le cas en zone euro. Et on pourrait imaginer un début de rattrapage de ces salaires parce que, tout simplement, on a un vieillissement des populations dans les deux zones. On a un certain nombre d'emplois qualifiés qui sont recherchés et qu'on ne trouve pas. Aux États-Unis, il y a une dizaine de millions d'emplois vacants. Qu'on n'arrive pas à pourvoir. Donc, on a encore une pression sur le marché du travail et donc un risque que certaines entreprises doivent lâcher sur les salaires. Donc, de continuer à alimenter l'inflation. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que même si on a cet objectif au printemps, en mars, de la politique du fléchissement, vraiment de la politique monétaire des banques centrales, que ce soit terminé pour autant. Non, tout à fait. Et puis, il y a également le pendant de ça, c'est-à-dire que si les banques centrales sont obligées de garder un ton assez dur au niveau de leur politique monétaire, voire de remonter encore un peu plus les taux d'intérêt, eh bien, on risque d'avoir une économie qui, du coup, flanche à un moment donné. En particulier, en zone euro, on s'attend à une croissance proche de zéro au quatrième trimestre et sans doute au premier trimestre de 2023. Et du coup, on pourrait avoir effectivement cette fameuse récession dont on entend parler. Elle n'est pas certaine aux États-Unis, elle est beaucoup plus certaine en zone euro. Et ça, c'est quand même un facteur qui est plutôt négatif pour les marchés. Ça veut dire qu'on va sûrement avoir un recul des résultats en Europe et aux États-Unis, et donc des multiples de capitalisation qui vont devoir refléter cette orientation plus négative des résultats. Donc j'entends une certaine prudence dans ces propos. Nous allons certainement la retrouver dans les allocations d'actifs de portefeuille, et c'est ce que nous allons étudier dans notre seconde partie. Un élément nouveau aussi que nous n'avons pas évoqué, c'est le réveil de la Chine. Avec la sortie de la politique zéro Covid, vous regardiez déjà attentivement le marché émergent. Est-ce toujours le cas ? Oui, la Chine a annoncé des mesures d'assouplissement. Il y a encore des restrictions, évidemment, mais elles devraient progressivement s'atténuer dans le courant de l'année 2023 si l'hiver n'est pas trop compliqué du point de vue sanitaire. Et donc, on espère pour l'année prochaine une croissance chinoise qui soit plus élevée que ce qu'on a connu en 2022, qui est quasiment un des plus bas niveaux de croissance depuis les 4 dernières décennies en Chine. On aura sans doute un rattrapage de l'activité industrielle. On estime la croissance autour de 4%. Et ça devrait effectivement profiter aux pays émergents qui bénéficient d'abord du fait qu'ils ont pris de l'avance sur les politiques de restriction monétaire déjà dès 2021 et donc aussi d'un environnement sur le dollar qui devrait être un peu moins défavorable. On avait vraiment eu une appréciation très forte du dollar dans un climat de défiance et de recherche de sécurité. On devrait avoir un dollar un peu moins fort et ça c'est plutôt favorable aux économies émergentes. Donc, est-ce que vous avez revu vos positions sur cette zone en obligataire ou en action ? Alors, un peu les deux. On a repris un petit peu de position sur l'Asie émergente. On est encore sous-pondéré, mais on remonte un petit peu nos allocations. Et puis surtout, effectivement, on pense que sur le début de l'année 2023, il va falloir jouer davantage le crédit avant de reprendre une position plus agressive sur les actions. Et donc, on commence par le crédit plutôt de bonne qualité, investment grade, et on en trouve au sein des émergents, puisque la moitié des émetteurs environ est dans la catégorie investment grade, l'autre dans le high yield. Et puis surtout, on a du spread, on a déjà une prime de risque au-dessus des obligations du Trésor américain de près de 4%. Et donc ça offre un socle quand même de protection qui nous semble intéressant. Donc on a repris de la dette émergente. Et puis, sur les autres zones, sur les autres zones, on retrouve évidemment avec les corrections qu'on a eues sur le marché obligataire cette année des taux plus intéressants, notamment aux États-Unis, entre 3,5 et 4% sur le 10 ans américain, ça nous semble des niveaux qui commencent à être intéressants, donc on est neutre sur cette zone. En revanche, on est toujours sous-pondéré sur les marchés de la zone euro, qui aujourd'hui rapportent en moyenne, si on prend la dette souveraine et la dette privée en zone euro de toutes les maturités, autour de 2,7%. Ça veut dire des taux réels qui sont encore négatifs. Ce n'est pas très attractif si cette politique de restriction monétaire de la BCE continue au cours des prochains mois. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci.
Merci à tous de nous avoir suivis. La politique de restriction monétaire n'est pas tout à fait derrière nous et les marchés financiers doivent en accepter l'augure. 2023 ouvre sur un nouveau paradigme et c'est ce que nous décrypterons avec plaisir dès la rentrée. Merci encore, à très bientôt.